Chant libre de Jean-Michel Guyot. Il faut être deux pour ne faire qu'un, à ce qu'il me semble. Ne faire qu'un avec soi-même est déjà une rude tâche. Aussi, ne faire qu'un avec autrui me semble bien être une tâche herculéenne, hors de portée d'un être humain. N'étant ni Dieu, ni un Dieu, ni même un demi-dieu, fusionner? Ah, la belle affaire! Le divers est le témoin amusé de l'unique, qui se cherche dans le divers. On ne raillera jamais assez les monothéismes, mais au fond, qu'un Dieu existe ou non importe si peu. Un Dieu qui serait ma boussole, ma raison d'être, mon guide spirituel, ma consolation. Foutaise que tout cela. Un homme rejoint une femme, dit-on, mais qu'en est-il d'une femme pénétrée? A-t-elle la sensation de rejoindre son amant? La tournure passive, immanquablement. La femme rejointe par son amant manque quelque chose, mais quoi au juste? Aux femmes de le dire, si elles le peuvent. Le verbe rejoint à cette vertu qu'il implique un parcours, voire un cheminement qui, fatalement, tourne court. De lesbiennes me paraissent plus proches de ce mystère, banal entre tous, que constitue cette problématique union charnelle qu'une femme hétérosexuelle censée être comblée par son amant qui la pénètre d'abondance. Un homme sort vidé de la petite mort, et pour cause, d'où l'insulte suprême de « vie de couille », à laquelle tant de femmes sont réduites par des hommes finalement plus tristement réalistes qu'il n'y paraît. Tant de fantasmes pour en arriver là. La chienne s'offre à tout va. La cochonne se vautre dans le stupre. Le cochon est un vicieux qui se vautre dans sa bauge, mais point de chien à l'horizon, comme c'est bizarre. Un certain passé a donc encore quelque avenir? Il y a donc encore un peu d'espoir, un mince espoir, si l'on tient compte du fait que l'histoire, la grande broyeuse, ne retient que l'effet d'armes des salauds de première catégorie, contrés avec plus ou moins de succès par d'autres saligots, à peine moins salopards qu'eux. Tout ce que tu lis là, voilà, sont des traces volontairement laissées qui renvoient à un passé d'écriture. Ce qui, ici, se présente à toi dans la fraîcheur de sa nouveauté n'est pour l'auteur qu'un plat réchauffé. Seul l'auteur est contemporain de son écriture. Ses lecteurs, quand il en a, découvrent les traces d'une activité ancienne, vieille d'au moins quelques mois, parfois de quelques années, ou au mieux de quelques semaines, grâce à la mise en ligne de ses écrits. Les lecteurs, étrangers au processus d'écriture, comme peuvent l'être, mais plus profondément encore, les spectateurs d'une pièce de théâtre, qui n'ont pas eu accès aux répétitions, et n'ont accès ni aux loges des artistes, ni aux coulisses du spectacle. Les lecteurs, dis-je, seraient bien embarrassés si d'aventure ils avaient accès aux arcanes de la création, qu'ils peinent à déchiffrer, ou qu'ils découvrent dans l'enthousiasme. Les brouillons de culture existent sous forme de fragments, de notes éparses, de corrections sur manuscrits ou tapuscrits, de lettres dispersées, qui font les délices des historiens de la littérature. Les variantes sont particulièrement étudiées d'une version à l'autre. Travail fort utile qui consiste à établir les différents étapes d'un texte et à les mettre en relation avec la biographie de l'auteur, mais aussi et surtout avec le contexte historique, y compris éditorial, décisif lui-même, la résultante d'une hiérarchie acquise mais mouvante, le comportement des maisons d'édition pendant l'occupation allemande étant très instructif. Maintenant que les lettres se font rares, depuis que nous communiquons essentiellement par courriel, disent les uns, par email les autres, rétifs à l'innovation dans leur langue maternelle, mais friands de nouvelles technologies et avides de néologismes anglo-saxons ou anglicisants, on peut affirmer que les futurs historiens de la littérature n'auront plus grand-chose à se mettre sous la dent. La majorité des écrits stockés
est appelé à disparaître bien plus vite que des documents papier, des papyrus ou des tablettes d'argile. Le contenu n'existe que prenant forme, et la forme prise est aussi arbitraire et aléatoire que le caprice d'une mélodie toute trouvée posée sur les mots d'un poème qui n'a cure d'être mis en musique, n'en a nullement besoin, car c'est suffisant à soi-même. Nous tombons dans la chanson. La facilité mélodieuse d'une voix, belle et pure, ou bien ingrate, nasillarde, chevrotante, ou bien encore plate et fade jusqu'au ridicule, qui, ayant quelque chose à dire, se sert de la musique à des fins de propagande éloquente. Faire passer le message, voilà tout, émouvoir au passage, parfois aussi donner à réfléchir. Bref, un drôle d'art qui relève plus de la littérature édifiante des siècles passés que de la création libre où son et sens s'engendrent l'un l'autre à l'infini. Forme et contenu forment un tierce qui s'auto-engendre, continuum qui puise son énergie créatrice dans le discontinu, rythme, scansion, syncope. La syncope est ce qui devance le temps, qui se trouve marqué plus tôt qu'on ne s'y attendait, créant ainsi l'impression illusoire que le déroulement du discours anticipe sur son avancée à travers son. Une illusion qui s'inscrit durablement dans le temps, une telle durée qui persiste dans ses intentions. Voilà ce qui s'appelle la musique, prend forme musicale. Pure illusion du temps présent qui, faisant advenir le temps, le récuse à chaque instant pour mieux le réaffirmer. Je suis traversé par des sentiments contradictoires à l'égard des médiocres, au nombre desquels je me flatte de ne pas appartenir. Tantôt les médiocres me font horreur, et me semble devoir être conspué, dénoncé, égratigné et même écorché. Tantôt je me dis que blesser est inutile et vain. Les médiocres n'ont pas conscience de leur médiocrité, partant ils sont incorrigibles. S'expliquer avec un imbécile, c'est fatalement s'enfoncer dans des explications qu'il ne comprend pas. On ressort épuisé de ces conversations qui ne mènent à rien. Impossible pour nous de nous abaisser à son niveau, et impossible pour l'imbécile de se hisser jusqu'au nôtre. Je déteste les vers plats ou ronflants, je pourrais multiplier les exemples. Je ne le ferai pas. Que tout le monde prenne la parole, vaille que vaille, le temps fera son œuvre, irrité ou indifférent, selon mon humeur. Je n'y suis pour personne, pas même pour moi-même. Absent, moi, et absent à moi-même? Ah, certes non. Non de non, ne soyons pas dupes des mots. Il n'y a rien de sacré là-dedans, ni de saint, ni de foncièrement saint. La vie s'y étale, mais en profondeur, comme une rivière souterraine, et qu'ici ou là cela jaillisse et rejaillisse sur quelques autres, mais bien égales. Mais de quoi donc parle-t-il cet énergumène? Comme saint Thomas, on ne veut croire que ce que l'on voit de ses propres yeux, mais par médias interposés. Ce que l'on voit peut se révéler n'être que pure illusion, comme si les illusions de l'arrière-monde dénoncées par Nietzsche s'imposaient désormais directement sur nos écrans via la scène médiatique. Cette guerre informationnelle qui tend à nous faire prendre des vessies pour des lanternes, on parlait naguère de propagande, un terme qui revient en force ces derniers temps, se veut plus agressive que le soft power, qu'on appelait encore dans ma jeunesse le rayonnement culturel. L'actualité rive l'esprit au présent qui n'existe pas, d'où son constant renouvellement et l'addiction qu'elle induit chez les consommateurs de nouvelles fraîches. Malbaisant, malfaisant,
Mal baisé, malaisé, et le malaisé prend son envol nuptial dans le ciel de ses illusions de toute puissance, volette dans la cage dorée de ses mesquines pulsions, enfermé dans sa cage étriquée, strictement limitée aux dimensions de ses imposantes volitions. Il se croit le maître du monde, pour n'être au bout du compte rien de mieux qu'une piètre queue errante, parmi d'autres tristes queues errantes. Femme aisée, jamais ne comblera le vide que creuse en toi la fatuité de tes couilles, pauvre con.